Imagine un ballon de basket qui tourne sur ton doigt. Un point situé près du milieu du ballon mettra plus de temps à revenir à son point de départ que le point précis où se trouve ton doigt. La Terre tourne à peu près de la même façon. Les gens qui habitent au centre de l'Afrique tournent à 1600 km/h pendant que la planète tourne, tandis que ceux qui se trouvent au pôle sud ne bougent pas vraiment, si ce n'est en tournant sur place. En même temps, nous avançons tous dans l'espace à la même vitesse, car la planète tourne aussi autour du Soleil à 108 000 km/h. La température à la limite du noyau interne et externe de notre planète est de 6000 degrés Celsius. C'est aussi chaud que la surface du Soleil, et la pression qui y règne est 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture, c'est tout de même un événement. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, c'est seulement le deuxième à tourner autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Mais il ne restera pas longtemps avec la Terre. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et s'éloigne lentement. Les objets temporairement capturés, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou volent dans une autre direction. Le mouvement des galaxies et des amas situés à des milliards d'années-lumière de nous suggère qu'il y a un corps extrêmement massif en dehors de l'univers visible. Dans des milliards d'années, l'expansion de l'univers rendra l'espace si peu dense que nous ne pourrons plus du tout voir les étoiles dans le ciel. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a la forme d'un œuf. De plus, le centre de gravité de notre satellite se trouve à un peu plus d'1 kilomètre de son centre géométrique. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle on pense. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui donne à la planète une teinte orange semblable à celle du smog. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules d'air. C'est pourquoi nous sommes capables d'entendre les sons. D'autres planètes et lunes permettent aussi aux sons de voyager à travers des milieux comme leurs atmosphères et leurs océans. Dans l'espace, cependant, on dit qu'il n'y a pas de son, car il n'y a pas de molécules pour vibrer et émettre des ondes sonores. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas juste un vide dépourvu de tout. Entre le vide, il y a des nuages de gaz et d'autres particules parasites. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, les ondes sonores peuvent être possibles. Les astronomes savent avec certitude que l'univers grossit. Et la vitesse à laquelle il gonfle ne cesse d'augmenter. Mais si l'ensemble s'agrandit, c'est qu'il doit y avoir une sorte de bord, n'est-ce pas? Il est peu probable que les gens le découvrent un jour, mais si c'est le cas, alors qu'est-ce que ce serait? Un énorme mur de briques et puis plus rien? Un abîme qui ne mène nulle part? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de bord. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Une autre théorie est encore plus difficile à appréhender. L'univers est infini. Et notre partie de celui-ci n'est pas si unique. Cela signifie que quelque part là-bas, il y a un autre toi, ou plutôt d'autres versions de toi. L'un d'eux est juste un peu plus petit. L'autre a une coiffure différente. Le troisième est identique à toi de toutes les manières possibles. Il existe aussi une théorie sur un multi-univers qui se compose de nombreux univers plus petits. Et l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'une minuscule bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée sont également certains que les univers bulles peuvent entrer en contact les uns avec les autres. La gravité commence alors à circuler entre eux. Et lorsque 2 ou 3 univers se connectent, un Big Bang se produit, tout comme celui qui a créé notre univers. Neptune est l'endroit le plus venteux du système solaire. Des nuages de méthane gelés sont fouettés sur la planète à une vitesse de 1900 km/h. Le noyau de Neptune est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois plus importante que celle de la Terre. La température à l'intérieur atteint 5000 degrés Celsius. Les astronomes pensent aussi qu'à une profondeur de 7000 km, il pourrait y avoir une couche de diamants où il pleut des cristaux de diamants.
Sur Terre, les gens sont habitués à un magnifique coucher de soleil dans des teintes d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel normalement rouge-rosé devient bleu lorsque le soleil descend sous l'horizon. C'est parce que Mars est beaucoup plus éloigné du soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du soleil moins intense. La fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et se débarrasse des couleurs plus chaudes que tu vois généralement sur Terre. Mais qu'ils soient bleus ou jaunes, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Avec environ un quart de la taille de la Terre, la Lune est plutôt énorme par rapport aux autres satellites dans l'espace. Il n'y a rien de comparable à cette situation ailleurs dans le système solaire. Pluton a une Lune qui est presque 2 fois plus grosse que lui. Mais c'est plus une jumelle qu'un satellite. Il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire, et celle de la Terre est la 5e plus grande de toutes. Il pourrait y avoir un labyrinthe de tubes de lave sur la Lune. Il n'y a pas longtemps, les astronomes ont étudié les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une grotte massive sous la surface du satellite. Longue d'environ 50 km et large de 100 km, la grotte est probablement le résultat d'une activité volcanique vieille de 3 milliards d'années. Après avoir durci, les courants de lave ont créé une épaisse croûte dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué à couler, faisant fondre la roche et formant des tunnels et des grottes. Les innombrables fosses à la surface de la Lune découvertes par la NASA pourraient être les ouvertures de ces tubes de lave. On ne peut pas déterrer la majorité de l'or de la Terre. 99% de cet or a fini au centre de la planète il y a plusieurs milliards d'années, attiré par le fer du noyau terrestre. On parle ici de 1,6 quadrillion de tonnes d'or. C'est assez pour recouvrir la surface entière de la planète de 50 cm d'or. Et si toutes ces météorites ne s'étaient pas écrasées sur le sol en apportant des quantités supplémentaires d'or, ils seraient encore plus rares. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un énorme blob d'une substance mystérieuse. Il était caché sous la surface de la face cachée de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus grand que la grande île d'Hawaï. L'objet énigmatique se trouve à près de 300 km sous un énorme cratère qui est apparu sur la surface lunaire il y a des milliards d'années. Le blob a probablement quelque chose à voir avec une super collision. Il pourrait s'agir du noyau métallique de l'objet qui a frappé la Lune à l'époque. Les scientifiques ont hâte de mettre la main sur cette découverte. Elle pourrait expliquer beaucoup de choses sur le bassin pôle sud Aitken, le plus grand connu dans le système solaire. S'il se trouvait sur Terre, il s'étendrait de Washington jusqu'au Texas. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant simplement dans l'espace autour d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été trouvées dans tout l'univers, mais elles ne sont pas si courantes. Ce réservoir particulier contient environ 140 trillions de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est l'une des choses les plus anciennes, les plus grandes et, à plus de 12 milliards d'années-lumière, l'une des plus lointaines connues de l'humanité. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire chaque mois. Pour éviter cela, ils doivent faire des exercices 2 heures par jour. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles se déplacent l'une vers l'autre à une vitesse vertigineuse. Lorsque les 2 galaxies entreront en collision, elles formeront une énorme galaxie elliptique. As-tu déjà regardé le ciel nocturne et essayé de compter toutes les étoiles? Bonne chance! Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Mais d'autres estimations situent ce chiffre à plus de 200 milliards. Car calculer la quantité exacte est une tâche presque impossible, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il compte au moins 1 milliard de trillions d'étoiles, soit un 1 avec 21 zéros derrière. À titre de comparaison, cela signifie qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse.
Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle, ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours, ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil.
On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'il se trouve au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile. Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste, car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de la pesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés.
il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions-fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours ? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que « pourront-ils le prouver ? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques ? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques ? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions ? Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela ? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait. Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque. Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusées et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées.
Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes. Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête. Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès. Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage. Notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km. Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur.